Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, comme chaque jour, et bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du télétravail. On en parle beaucoup de ce télétravail. On va découvrir une entreprise en conseil qui utilise un nouvel outil justement pour mieux organiser ce télétravail. On en parle dans quelques instants. Smart et Réglo, la clause de non-concurrence, elle est parfois source de conflits dans les entreprises, entre les salariés et les chefs d'entreprise. On fera le point avec une avocate dans quelques instants. Et puis avec Fanny Griesmer, le grand retour, la pause café. On s'intéresse à l'ennui au travail. On a beaucoup parlé du stress au travail et manière de lutter contre. On va s'intéresser à l'ennui. Oui, on s'ennuie parfois au travail. On fera le point avec Fanny. Puis le cercle RH, ce sera un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Lidl, le leader du hard discount en France qui fait peau neuve. On fera le point avec elle. Ce sera dans notre débat. Puis fenêtre sur l'emploi. On parlera avec Amélie Favori-Guittet des relations toxiques, de ces relations qui vous gênent au travail. Elle nous donnera quelques conseils pour essayer de se sentir mieux dans ces situations. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans son télétravail. C'est un peu un casse-tête pour les chefs d'entreprise. Ils ont des salariés atomisés qui sont chez eux ou dans des lieux dédiés. On va en parler avec Christophe Platet. Bonjour Christophe. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur et directeur de Lundano. Lundano, c'est pas n'importe quoi parce qu'il faut quand même le dire, c'est une plage dont vous êtes tombé amoureux en Afrique du Sud. Voilà. C'est le nom de votre entreprise. Vous avez tout dévoilé. Une carrière entière dans le conseil. Vous avez créé cette société Lundano en 2018. Et puis, dès que le confinement est arrivé, c'est-à-dire le 16 ou le 17, vous avez dit à vos équipes, il faut impérativement muter, il faut créer quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Parce qu'il faut faire de la prospective à ce moment-là. On a imaginé, on s'est dit le 17 mars, évidemment personne ne pouvait prévoir la durée, les aléas qu'on a vécus depuis ce premier confinement, mais on a fait le pari, on s'est dit que les choses ne seraient pas comme avant, en termes d'organisation du travail, et que en fait on est parti d'un constat et d'une chose extrêmement simple, c'est que pour les personnes éligibles au télétravail, avant le 17 mars, on ne se posait pas la question. On allait le matin au bureau, je crois même que le lieu de travail, il est inscrit dans le contrat de travail. Donc on va sur le lieu de travail, le soir on rentre, on ne se pose pas de questions. À partir du 17 mars, on s'en pose plus trop dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est plutôt massivement chez soi ou ailleurs. Mais on s'est dit, la question, elle va se poser dans la durée. Il faudra pouvoir piloter, encadrer ce nouvel équilibre entre le présentiel, présentiel-distanciel. Ça, c'est une anticipation intéressante parce qu'il y a une première étape de confinement très dure, on s'en souvient, puis une sorte de redout où on s'est dit, ça y est, septembre, tout repart, l'économie va revenir comme avant. Vous dites, et vous le dites depuis longtemps maintenant, non, on ne reviendra pas comme avant. Donc il faut des outils pour les entreprises, pour les aider à quoi? À encadrer, à organiser, à surveiller. Quel mot on met là-dessus? Oui, Org at work. Ouais, c'est vraiment plutôt organisé. Le terme d'encadrement, c'est que alors effectivement, on fait le pari que le télétravail va s'installer. Nous, on pense dans des proportions relativement équilibrées. Nous, on est plutôt le consensus. Il a l'air de sortir au 3-2. Un jour, 2 jours de télétravail. Mais on a une grande disparité. Il y a des entreprises qui vont plutôt à 70% de télétravail. Voilà. On aura probablement tous les cas de figure. En tout cas, que le télétravail va s'installer et qu'à partir du moment où il s'installe, d'abord, il est encadré dans la plupart des entreprises par des accords. Il faut se le dire. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière parce que état d'urgence, urgence sanitaire, etc. Mais la plupart des entreprises ont déjà travaillé ou travaillent sur les accords. Et donc, en fait, c'est la déclinaison de ce qui est écrit dans les accords au travers d'un outil pour pouvoir justement le faire de façon la plus équilibrée possible. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous, ce qui vous passionne, c'est le conseil et l'implémenter avec du numérique, avec de la technologie. Vous y croyez beaucoup à cette idée, c'est-à-dire que votre outil technologique est un outil de gestion du management, parce que les managers, on l'a vu dans toutes les études, on dit mais nous on est perdus, on ne sait plus comment faire. Nous, notre positionnement, on a toujours été dans le conseil très opérationnel, et donc avec les grandes évolutions technologiques, le digital, etc., nos clients sont en demande de toujours plus de solutions opérationnelles. Donc c'est pour ça qu'on a une jambe conseil et une jambe technologie pour apporter vraiment de la valeur très opérationnelle, des solutions. Il faut faire des solutions simples, il faut faire des solutions rapidement implémentables
voilà, pour que les équipes puissent en bénéficier rapidement. Revenons au concret, Christophe. Les managers ou les chefs d'entreprise de PME ou les grandes entreprises qui vous contactent, avec lesquelles vous travaillez, vous disent quoi, je cherche un peu mes salariés en ce moment. C'est-à-dire qu'un tel est chez les grands-parents, l'autre est dans un coworking, l'un est parti en Guadeloupe. C'est quand même très compliqué là à gérer tout ça. C'est ça votre intuition, c'est de se dire qu'il faut quand même trouver un cordon ombilical à tout ça. Oui, alors ils cherchent leurs salariés, oui, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'ils cherchent surtout à ce que l'entreprise puisse continuer à fonctionner en sortie de crise sanitaire, quand on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal, de façon, voilà, de la bonne façon, de façon sécurisée aussi. Il y a des enjeux tout simples d'assurance. Ah oui. Qui aujourd'hui sont traités un petit peu rapidement sur le télétravail. L'accident du travail. Voilà, nous, on a une entreprise sur laquelle on est en train de faire un déploiement qui insiste beaucoup sur le fait que dans les différents types de télétravail qu'on va pouvoir piloter, on distingue le télétravail domicile principal et le télétravail sur un autre lieu. C'est pas que la société veuille interdire ou réguler, la société dit juste s'il y a un problème en termes d'assurance, il faut qu'on sache où sont les personnes. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement, qui se présentait précédemment, parce que le télétravail existait, il préexistait. Ouais. Il était quand même très restreint, très restrictif. Plus faible. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises? Alors, certaines hésitaient pendant quelques mois et puis se sont dit, finalement, je vais quand même rappeler Lundano parce que leur outil va être utile. Qu'est-ce qu'elles ont constaté avant de vous contacter? Quelles ont été leurs difficultés? Une grande majorité d'entre elles ont utilisé jusqu'à maintenant un outil qui est super, qui s'appelle Excel. Pour faire les tableaux, les plannings, c'est ça l'idée. Qui a montré qu'il y a plein d'avantages, il faut se le dire, qui fonctionnait globalement assez bien quand on était dans quelque chose d'assez figé. C'est-à-dire, en gros, du tout ou rien. Je suis en confinement, je suis en déconfinement, voilà, je gère cette situation-là. Dans des entreprises, même petites ou moyennes, au bout d'un moment, ça explose. D'abord, ça demande un temps de traitement assez lourd. Et donc, l'idée, c'est de basculer vers une plateforme qui permette effectivement aux salariés en temps réel de pouvoir organiser, au manager d'avoir la vue sur son équipe, et puis à l'organisation dans son ensemble de pouvoir aussi avoir du retour d'expérience, savoir comment est consommé le télétravail par les salariés. Juste quand vous êtes en tête-à-tête dans les échanges professionnels, prêts à signer avec eux, ils vous disent aussi qu'il y a des inquiétudes sur des salariés qu'ils perdent au sens, pas physique, mais qu'ils perdent au sens professionnel. Est-ce qu'ils voient une perdition, une déperdition, ou est-ce qu'ils constatent une meilleure productivité? Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus? Parce qu'il y a un vrai débat. C'est très variable. Alors je ne sais pas si c'est une loi de Gauss, mais en tout cas, il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un pourcentage de personnes, on le sait, qui vivent difficilement le télétravail. Donc c'est pour ça que c'est important dans les pratiques ou dans les accords qu'on soit plutôt sur la base du volontariat et qu'on puisse tenir compte des contraintes. C'est ce qu'on a aussi essayé d'intégrer dans l'outil, c'est pouvoir tenir compte des contraintes pour que ce soit la bonne synthèse entre les choix et les contraintes de chacun et le bon fonctionnement et le fonctionnement équitable aussi de l'entreprise. Parce que il faut quand même que ce soit une règle qui s'applique. Quand vous dites équitable, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas certains qui pensent qu'il y a un peu un pistonné, il y en a un qui est en télétravail, l'autre qui ne bosse pas. Enfin, c'est ça la difficulté aussi des managers, c'est sur des groupes importants? De bonne ou de moins bonne foi. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés. On ne dit pas qu'il faut que tout le monde soit 2 jours par semaine. On dit qu'il faut quand même que la règle soit connue de tous, qu'elle soit transparente, que les exceptions soient transparentes. Et ce qui est d'ailleurs ce que demandent aussi de plus en plus les organisations syndicales en disant nous on est ouvert au télétravail. Mais il faut des règles. Et on le fait proprement. Voilà. Il y a un avant, il y a un après, vous le constatez parce que vous êtes vraiment au contact des clients. Ils ont hésité. Et vous dites là aujourd'hui, depuis janvier, les entreprises ont pris conscience que plus rien ne serait comme avant. C'est-à-dire que le rêve qu'on a eu en septembre de se dire on va repartir comme avant en présentiel à 100%, les entreprises ont déjà intégré que c'était plus comme ça. C'est le sentiment que vous avez en tout cas. C'est l'impression qu'on a. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui disent nous on rapatriera les personnes dans nos locaux et voilà retour en arrière. À mon avis, ça se heurtera à une aspiration. Je pense que la période elle a créé une aspiration, notamment sur les populations les plus jeunes, nous on fait aussi le pari que demain dans les phases de recrutement, les plus jeunes générations demanderont, se poseront la question dès l'embauche, à savoir comment la société organise le télétravail. Comment vous gérez vos semaines? On vous propose 2 jours de télétravail, 3 jours, qui sera un élément presque de marque employeur, en disant nous on est une boîte qui fait du télétravail. Qui pourrait être d'ailleurs différenciant pour certaines d'entre elles. Absolument. Donc pour vous, Lundano, vous sentez une évolution économique? Je sais pas, pour votre business, vous sentez qu'il y a quand même une progression de l'outil que vous avez inventé en
mars 2020. Il a fallu le développer. En septembre, il devait être prêt. Là, vous pensez qu'il y a il était même après, il a même été prêt avant. On a eu un premier gros client qu'on peut citer, c'est-à-dire qui est le groupe Transdev, qui l'a adopté dès le départ, le groupe de transport. Depuis, on a d'autres clients qui sont montés à bord, mais c'est vrai qu'il y a une vraie accélération. Voilà, absolument, qu'il y a une vraie accélération depuis. Je vous dis, il y a une vraie inversion avec le changement d'année. Donc changement de mentalité, changement de comportement et une prospective en se disant, dans les 5 années à venir, de toute façon, on ne repartira plus en arrière. Il faut s'adapter à cette nouvelle situation Covid, puisque c'est de ça dont il est question. Tout à fait. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir et de découvrir cet outil que vous avez créé, Org at Work, entreprise Lundano. Christophe Platet, vous en êtes le fondateur. Vous avez passé votre vie dans le conseil et vous l'avez créé en 2018. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. La suite de notre programme Smart et Réglo, alors je ne sais pas si vous êtes concerné, mais on va s'intéresser aux règles, aux clauses de non-concurrence. Vous savez, une entreprise qui arrache un cadre pour essayer évidemment de récupérer tout le fichier client, ce qui est évidemment parfois source de conflit. On en parle tout de suite. Smart et Réglo, focus juridique comme chaque jour avec une avocate, un avocat, un juriste, un spécialiste. Aujourd'hui, Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Pas mal. Écoutez, on parle d'un sujet qui est souvent source de conflit. Et si j'ai bien lu ce que vous m'avez préparé, source de jurisprudence qui s'accumule à la Cour de cassation. Commençons par le début parce qu'il y a deux petites choses différentes. Il y a la clause de non-concurrence. C'est quoi ? Concrètement, c'est inscrit dans le contrat de travail ? Oui, obligatoirement. Et c'est une clause qui interdit à un salarié, après la rupture de son contrat, c'est très important, d'avoir une activité concurrente, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Exemple, un commercial qui a un fichier client, on lui dit pendant 5 ans, tu ne pourras pas aller chez le concurrent. Alors 5 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, non mais voilà. Anticiper sur les conditions de validité de non-concurrence. La clause doit être limitée dans le temps. 5 ans, ce sera trop, évidemment. Le maximum qu'on peut voir, c'est 2 ans. 2 ans. Dans l'espace, on ne peut pas dire à un commercial qui travaille, par exemple, sur la région PACA, tu n'as pas le droit de travailler en Europe, partout en Europe, ce serait trop. Et la clause, plus généralement, doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, et les juges s'attachent à vérifier que c'est le cas dans la réalité. Et enfin, et ça c'est une clause une condition qui est instaurée depuis une vingtaine d'années par la Cour de cassation, désormais, le salarié doit être rémunéré pour sa clause de non-concurrence. J'allais y venir. C'est toute une source de conflit d'ailleurs, parce que c'est le niveau de rémunération. C'est le fameux arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2020. Oui. Vous avez vu, j'ai bossé mon droit. Bravo. Qui effectivement posait un souci, puisque le salarié demandait à être payé à 100%, ça fait 85 000 € de mémoire. Oui. L'entreprise venait d'être achetée, il y avait conflit. Il y a un débat et une négociation sur cette clause. C'est-à-dire que le salarié dit, moi, je ne peux pas valider cette clause, puisque vous ne me donnez pas assez. Alors, concrètement, certaines conventions collectives prévoient des minimums en deçà desquels on ne peut pas rémunérer. C'est quoi le minimum d'ailleurs ? J'ai lu que ce n'est pas inintéressant. C'est 20-30% du salaire brut mensuel. Et ça doit être payé tous les mois pendant toute la durée d'application de la clause. Si la convention collective est muette, c'est le contrat qui fixe le minimum sous réserve de l'appréciation d'un juge. Alors, le salarié, évidemment, peut négocier le montant de sa clause de non-concurrence. Ouais. L'employeur est quand même en général en position de force, mais il arrive que des salariés estiment que ce qui leur est proposé est insuffisant. Et là, vous avez raison de souligner cet arrêt de novembre dernier, qui est assez inédit, puisque habituellement, les juges vérifient que le montant n'est pas trop faible, c'est ça. Voilà, pour protéger les salariés. Et là, c'est un arrêt de la Cour de cassation dans lequel les juges ont vérifié que le montant n'était pas trop haut pour protéger l'employeur. Il était très gourmand, le monsieur là. Alors, il n'était pas gourmand. On lui avait signé ce contrat avec 100% de son salaire pendant 2 ans. C'est magnifique. Bien sûr. Qui n'aimerait pas ? Il a normalement réclamé le paiement de cette clause. Il se trouve que l'employeur était à ce moment-là dans des difficultés économiques très importantes. Et la Cour de cassation a vérifié que les intérêts de l'employeur étaient bien protégés par cette clause. La Cour a considéré que ce n'était pas le cas et a donc annulé la clause. Il réclamait d'ailleurs en plus des indemnités de non-paiement, si j'ai bien compris, qui venaient se rajouter à ces 85 000 €. Évidemment, c'était un cas complexe. Il y a les règles donc, de non-concurrence, ces clauses qui sont inscrites au contrat, qui sont réglées par mois, ça vous venez de nous l'expliquer. J'avais confondu avec l'obligation de non-débauchage. C'est quoi la différence ? Alors, non-débauchage, on n'a pas le droit, quand on quitte une entreprise, d'aller, en gros, débaucher ses collègues, de partir avec une équipe. On va créer sa propre boîte et puis on va dire, ah bah tiens, mon équipe, elle était pas mal. Je fais le marché, quoi.
Exactement. Et ça, c'est interdit, mais c'est pas sous le coup d'une clause de non-concurrence, c'est l'obligation plus générale de loyauté du salarié qui est en jeu. Des exemples concrets, parce que les secteurs dont vous parlez, c'est des secteurs concurrentiels de fait, Oui. qui couchent des commerciaux, des gens qui sont des entreprises qui sont dans la grande distribution. C'est quoi les secteurs qui sont les plus impactés sur la concurrence et sur les risques de conflit, évidemment? Alors, il y a des secteurs, mais il y a surtout, on va dire, des typologies de postes. Évidemment que les postes de nature commerciale sont très concernés par les clauses de non-concurrence. Après, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que plus l'expertise est pointue, plus elle est rare à trouver sur le marché et plus l'employeur va avoir besoin de protéger son savoir-faire, son expertise en assujettissant ses salariés à des clauses de non-concurrence. L'intérêt, parce qu'on parle de l'employeur, on comprend bien son intérêt, évidemment, c'est que le fichier client ne part pas chez le voisin 6 mois plus tard. Le salarié, il a un choix à faire, c'est compliqué, parce que s'il se lie par une clause de non-concurrence, son rebond est plus difficile. Si c'est 2 ans d'attente pour rebondir, franchement, il est un peu pieds et mains liés, le salarié. C'est clair. Alors, dans certaines offres d'embauche et dans certaines négociations sur un nouveau job, ça fait partie du package et le salarié n'a pas d'autre choix que d'accepter ça. Après, la liberté de travail, c'est une liberté fondamentale en droit français. Donc, on ne peut pas l'anéantir complètement. Donc, la clause ne doit pas être tellement large et tellement longue qu'elle empêche totalement aux salariés de retrouver un emploi. Mais c'est vrai que l'appréciation est souvent très difficile à faire. Avant de nous quitter, Émilie, les sources de conflit, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe entre un employeur et un salarié? Ils sont mis d'accord, vous nous dites que tout va très bien, ils ont signé un contrat, le salarié va avoir plus d'argent puisqu'il va être indemnisé, payé. J'ai vu que ce n'était pas d'ailleurs des primes, c'était considéré comme du salaire. C'est du salaire. Et donc du congé payé, on est bien d'accord. Et des charges sociales, c'est très cher. Donc on est d'accord que pour l'employeur, c'est cher. Oui. Quelles sont les sources de litiges? Alors, il y en a plusieurs, pour n'en citer que quelques-unes. Certains employeurs, à la fin du contrat, veulent pouvoir se libérer de cette clause, et c'est souvent prévu dans le contrat. Les employeurs, hein? Oui, tout à fait. Donc, ils peuvent décider, quand ils licencient un salarié, que finalement, il n'aura pas rapporté grand-chose, et que s'il va apporter sa compétence à un concurrent, ça leur fera pas de mal. Et du coup, ils veulent échapper au paiement de l'indemnité. Ah oui. Voilà. Ouais. C'est Vous ne m'avez pas donné assez, donc franchement, voilà. Exactement. Alors, une des sources de litige, c'est sur les modalités selon lesquelles on renonce à la clause. Si l'employeur le fait trop tard ou pas dans les formes qui sont prévues dans le contrat, la renonciation n'est pas valable et il doit payer le montant de la contrepartie. Maître, c'est pas pour donner des conseils aux commerciaux qui nous regardent, mais l'idée quand même, c'est d'être payé mensuellement. Parce que si on n'est payé qu'à la fin de la rupture de contrat sur l'ensemble, ça veut dire qu'on a le risque que l'employeur vous dise « non, tu m'as pas apporté satisfaction, donc je ne règle pas le montant de cette clause ». Vous êtes d'accord? Oui, mais... Donc il faut être mensuel. Alors, tout à fait. Mais la Cour de cassation est venue nous dire que si l'employeur paye... Exactement. Mais ça, c'est pour protéger les salariés d'une certaine manière. Si elle paye la clause tout au long de l'exécution du contrat, ça n'est pas valable. Pourquoi? Parce que certains employeurs, oui, ça vous étonne, mais parce que certains employeurs avaient, on va dire, aménagé le salaire qu'ils auraient de toute façon proposé aux futurs embauchés en intégrant une partie de clause de non-concurrence. Ça a été plaidé, la Cour de cassation ne s'est pas laissée duper et a considéré que cette contrepartie financière devait impérativement être payée mois par mois après la fin du contrat. Sans que l'employeur ne baisse légèrement le salaire, parce que c'est un peu ça le jeu. Exactement. On baisse de 20% pour réintégrer les 20% de la clause de non-concurrence. Oui, bien sûr. Écoutez, merci Émilie, en tout cas c'était passionnant. D'autres sources de conflit, les salariés considérant eux à l'envers qu'ils n'ont pas été assez payés, découvrant au fil de l'eau qu'ils n'ont pas été assez payés. Ça peut arriver ça? Puisque tout a été écrit dans le contrat. Ça peut arriver, mais la principale autre source de conflit va porter sur la preuve de la violation de la clause de non-concurrence. Là, on peut avoir des difficultés. Donc, LinkedIn, on découvre que le salarié est parti. Exactement. Et là, on va avoir des combats qui sont parfois un peu musclés devant les juridictions. Forcément. Pour démontrer que le salarié manque à sa clause de non-concurrence. On peut même le faire obtenir une décision qui l'oblige à arrêter son emploi concurrentiel sous astreinte s'il est en train de faire... Oui, vous faites de gros yeux, mais ça existe et ça fait partie de notre activité. C'est ça, le coup prétombe. Voilà, on lui dit stop. Sous astreinte. Sous astreinte, vous ne jouez plus la règle. Merci Émilie Méridjen, avocate en droit du travail, cabinet SVZ. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Avec plaisir. Pour nous éclairer. Tout de suite, c'est la pause café, petite pause café. Tiens, je ne sais pas si les avocats gèrent ce genre de dossier. Vous savez, les salariés qui s'ennuient, le boring, on en a entendu beaucoup parler. On a parlé du stress au travail. Mais, voilà, vous allez voir, Fanny Griesmer nous parle de l'ennui au travail. Ça existe.
Fanny Griesmer, le retour, comment allez-vous? Oui, très bien, je vous ai manqué. Ben oui, bien sûr, vous avez manqué à nos téléspectateurs aussi, évidemment. Stress au travail, on avait fait des exercices de yoga et toutes petites choses pour nous détendre. Et puis là, vous nous parlez de l'ennui. Je vous arrête tout de suite. Ah, vous m'arrêtez tout de suite. C'est pas parce que vous vous ennuyez que vous n'êtes pas stressé. Ah, alors déjà, Oui. ça commence très mal. Désolée. Ça part très mal, Fanny. En un mot, quand même, effectivement, on peut avoir quelques stress dans l'ennui. Mais vous nous parlez de l'ennui au travail. Moi, j'étais un peu étonné de me dire, tiens, il y a des gens qui s'ennuient au travail. Ah oui, c'est vrai que s'ennuyer au travail, c'est vraiment la terrible. synthèse de deux notions totalement contradictoires. Et pourtant, ces moments où un salarié n'a rien à faire, s'ennuie, attend quelque chose, un dénouement peut-être, en tout cas, ou simplement la fin de ses heures de bureau, ça existe bel et bien. En attendant Godot, quoi. Voilà, si vous aussi, vous ne vous surprenez même plus à poser des regards appuyés vers la fenêtre, à regarder votre montre si vous en avez une, ou en tout cas l'écran de votre smartphone, en attendant la fin, la libération peut-être. La fin. C'est que l'ennui est là. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. En effet, selon une étude menée par l'agence d'intérim en ligne CAPA, 71% des personnes interrogées reconnaissent s'ennuyer au travail, alors qu'elles n'étaient que 63% en 2019. On aurait pu imaginer que le fait d'être en télétravail arrange un petit peu les choses. Eh bien non, ce n'est visiblement pas un facteur plus engageant, bien au contraire. 73% des sondées avouent qu'elles s'ennuient encore plus en home office plutôt qu'en présentiel. Plus on s'ennuie, plus on le montre. C'est quoi? Non, c'est l'inverse. Plus on le montre, plus on s'ennuie. Voilà, non, c'est plus on s'ennuie, moins on le montre. Vous savez, vous On avez essaie de faire croire. un petit tableur Excel qui est ouvert sur votre écran, vous avez une pile de dossiers, vous avez une petite conversation téléphonique que vous prolongez volontairement. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour cacher que on a Mais grand chose à faire. c'est pas de l'ennui, ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise volonté, non? Oh, ça peut être ça aussi. Non, mais globalement, si vous passez du temps, c'est que vous vous ennuyez. Ouais. Voilà, on prolonge les choses ainsi. 92% des salariés cachent leur ennui à leurs collègues, plus qu'un défaut de motivation, un manque criant qui est rarement bien vécu, puisque 57% des Français disent vivre très mal cet ennui au travail et semblent presque résignés. En tout cas, quand on parle d'ennui, je me suis penchée sur la question parce que je me suis effectivement posé cette question quand on s'ennuie. C'est philosophique. Il y a deux types d'ennui. Dans un premier cas de figure, vous vous ennuyez au travail parce que les tâches que vous réalisez sont monotones, elles ne vous stimulent pas intellectuellement, en tout cas elles vous semblent sans intérêt. Là, il y a un décalage en fait entre votre niveau de compétence et le poste, ou en tout cas les missions qui sont dévolues au poste que vous occupez. Ses aspirations. Le deuxième cas de figure, vous vous ennuyez parce que vous n'avez rien à faire. Ou trop peu. Il y a un déséquilibre entre le volume de travail à réaliser et le nombre d'heures que vous êtes censé effectuer. Voilà, si on schématise, globalement, vous faites en 1-2 heures maximum ce que vous devriez faire en 8 heures. En tout cas, voilà, ça laisse une plage horaire assez importante pour vous ennuyer. Alors, verre à moitié vide, dire à moitié plein, je l'évoquais tout à l'heure, il y a la mauvaise foi, la mauvaise volonté, puis c'est quand même dur à vivre pour celui qui s'ennuie vraiment. La mauvaise volonté, ce serait plutôt de la procrastination. Ouais, on repousse au lendemain. Globalement, c'est pas forcément qu'on s'ennuie, parce que même des gens très occupés peuvent repousser toujours à plus tard ce qu'ils pourraient faire le jour même. C'est très philosophique, cette chronique. Très philosophique. En tout cas, certains chercheurs disent que ces périodes de creux, de vide, permettent de stimuler l'imagination. Bon, comme les enfants, quoi. Les enfants qui s'ennuient, c'est bon, dit-on. Il paraît que ça leur donne de l'autonomie. Sauf que l'ennui est communément mal vécu. On voit ça plutôt comme un sentiment désagréable, presque comme une angoisse, parce que l'ennui fait peur. Certains cherchent à s'occuper par tous les moyens. Alors, salutaire, oui, peut-être, si effectivement vous trouvez la bonne idée dans cette période un petit peu de vide. Mais, à l'inverse, le trop d'ennui peut carrément nuire à la santé. C'est un vide intersidéral. Oui, c'est ça, c'est un vide existentiel, c'est-à-dire que ça peut même rendre malade. Vous parliez du boring, c'est plutôt de bore out. Bore out. C'est, en fait, vous allez le comprendre, c'est l'inverse du burn-out. C'est sûr. Voilà, si l'expression s'ennuyer à mourir prend tout son sens chaque matin quand vous passez la porte du bureau, vous êtes peut-être l'une des victimes du bore out. C'est une sorte de voyage au bout de l'ennui qui a été théorisé
en 2007 par 2 consultants suisses. Ce sont les premiers à avoir mis déjà un mot sur Oui, c'est ce vrai. syndrome. Ça n'existait pas. Et à aussi voir quelles étaient les causes et les conséquences d'une maladie, même si elle n'est pas reconnue en tant mal-être. que telle. Plutôt tabou en fait. C'est dur de dire que l'on s'ennuie. Donc, inverse du burn-out. Vous souffrez, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez de choses à faire, ça ne vous stimule pas intellectuellement, vous n'avez pas ce sens au travail, vous avez des tâches subalternes et globalement ça ne correspond pas du tout au niveau de compétences que vous avez, ce qu'on pourrait traduire par la bonne vieille mise au placard, mais pas seulement, ça peut être dû aussi à une réorganisation de l'entreprise, où petit à petit les postes sont vidés de leur mission et ça peut être également une erreur de casting, vous avez postulé à un poste qui ne vous correspond pas du tout. Les risques peuvent être très graves. Même chose que pour le burn-out. Exactement. Santé physique, mais également psychologique. Surtout psychologique, perte de confiance en soi, en ses compétences, parce que petit à petit, vous les perdez aussi vos compétences puisque vous n'exercez pas. Désengagement, isolement, sentiment d'inutilité sociale, dépression. Et c'est vrai que ce sentiment et cette situation d'ennui poussé à l'extrême est très pesant, honteux même. C'est vrai que c'est difficile à avouer, surtout à une époque où on valorise fortement la réussite professionnelle et que avoir déjà un emploi, c'est presque considéré comme un privilège. Donc ne te plains pas. Souvent, on a tendance à dire que le bore-out est beaucoup moins noble que le burn-out. Et tu fais quoi ? Moi, je fais un bore-out. Alors, c'est moins chic. En tout cas, en juin dernier, la Cour d'appel de Paris a spécifiquement reconnu le bore-out, absolument. Et condamné à ce titre un employeur pour harcèlement moral. C'était une première, un signal envoyé à ses employeurs, puisque je vous rappelle quand même que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la santé physique, mais aussi mentale de tous les salariés. Voyage au bout de l'ennui, Fanny. Malheureusement. Alors peut-être, avant de tomber dans le burn-out, finissons de manière positive, peut-être prendre des mesures, essayer de parler à votre manager, même si effectivement, on l'a compris, c'est très compliqué de signaler cet ennui qui nous assaille. Prendre des mesures, essayer de se greffer à des projets, développer peut-être des travaux, les présenter, ça marche pas. Et puis l'ultime solution, partir peut-être. Partir, se reconvertir pour trouver un nouvel élan. Se relancer, trouver un second souffle. Merci Fanny, on se retrouve demain pour nos nouvelles aventures avec la joie, le sourire et surtout pas d'ennui dans cette chronique, évidemment de la joie. Merci. Petite pause et on s'intéresse à Lidl qui fait peau neuve. Lidl, vous connaissez, c'est une marque de hard discount, marque qui vient d'Allemagne, leader français. On va faire le point parce qu'ils changent de look, les magasins, vous l'avez peut-être remarqué en vous baladant dans les zones commerciales, se sont totalement relookés, mais ils ont aussi travaillé sur les ressources humaines, sur la manière dont travaillent les collaborateurs dans ce groupe assez impressionnant. On fait le point avec sa DRH, ce sera dans quelques instants après cette pause. À tout de suite. C'est ça. Alors en fait, c'est le cercle RH, notre débat. Le débat a déjà commencé avec notre invité. Aujourd'hui, c'est un grand entretien. Nous avons sur le plateau la DRH de Lidl. Bonjour. Merci Anne Broche. Vous êtes la directrice exécutive des ressources humaines de Lidl France. Petit éclairage créé en 1930 en Allemagne, cette entreprise qui est évidemment très, très, très important en Allemagne, qui est arrivée en France, qui est un leader et le leader du hard discount en France. On va revenir évidemment sur cette entreprise que vous connaissez. L'enseigne, la marque, vous la connaissez. Il y a des publicités à la télévision. 6e créateur d'emplois en France, faut-il le préciser. Près de 40 000 collaborateurs. Anne Broche, vous m'arrêtez si je me trompe, avec une propension de 3 000 recrutements prévus en 2021, à la fois sur le supermarché, la logistique, mais aussi au siège qui se trouve à Rungis. Je ne dis pas de bêtises. Exactement, notre siège est à Rungis, séparé en deux sites, puisqu'on a une partie de notre siège à Strasbourg, notre implantation historique. Évidemment, près de la frontière avec l'Allemagne, qui est le siège historique de Lidl. D'abord, question que je pose à tous les DRH qui viennent sur ce plateau et dans tous les secteurs d'activité. Vous avez tous traversé une crise Covid. Tous les DRH ont dû vivre. Est-ce que vous allez bien ? Alors, à cette question, j'ai envie de répondre oui. Ça a été un engagement extrêmement fort pendant toute cette période de Covid. Ça l'est encore aujourd'hui. Hier, le préfet des Alpes-Maritimes annonce un certain nombre de dispositions. Il faut s'adapter, s'organiser. On modifie les jauges de nombre de clients dans nos magasins. Ça a été une période, depuis un an, qu'on a traversée, très admirative, surtout moi, de l'engagement de tous les collaborateurs de Lidl France,
collaborateurs qui ont été au front dès le premier jour, dès la mi-mars, où on a été mandaté par les pouvoirs publics pour assurer, comme tous les acteurs de la grande distribution, pour assurer l'approvisionnement du pays et de l'ensemble des citoyens français et de la population. Et tout de suite, nos collaborateurs ont répondu présents dans des conditions extrêmement complexes. On est mi-mars de l'année dernière, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on n'a pas de protection. Les gens viennent. Pas d'absentéisme. Hein. Ceux qui ne viennent pas sont ceux qui ont besoin de prendre en charge des enfants ou qui ont un problème de santé personnelle. Sans ça, tout le monde est là présent. Donc on a, nous, en tant qu'équipe RH, accompagné cet engagement des collaborateurs. Alors on va s'intéresser, au-delà de ce phénomène Covid, qui évidemment a engagé, j'imagine, un peu plus vos collaborateurs, à cette transformation de Lidl. C'est très intéressant parce que quand on observe votre marque, le hard discount, il y a le fond et la forme. Commençons par la forme et on parlera ensuite des hommes. Il y a un relooking, vous y installez des bornes électriques, 22 kWh, je le précise, parce que c'est intéressant de le dire, ce ne sont pas des charges faibles, mais c'est des charges qui font que pendant vos courses, on peut recharger sa voiture. Je vous vois sourire parce que ça, c'est un truc sur lequel vous avez forcément dû avoir des retours. Absolument, c'est quelque chose qui a été très important pour oui. nous. On a même dans le magasin, le premier magasin qui a été installé en ces bornes électriques rechargeables à 22 kWh, il est à Chilly-Mazarin. Ce magasin, banlieue parisienne, banlieue parisienne, est quasi autosuffisant en énergie, avec l'ensemble des équipements qui ont été mis en place, tout un tas de panneaux photovoltaïques sur le toit, la récupération de l'eau. Hein, on a installé un sol avec une perméabilisation qui nous permet de récupérer les eaux pluviales. Bref, on a un magasin à Chilly-Mazarin qui est quasiment autosuffisant. Donc, écologiquement responsable. Écologiquement responsable. Vous l'avez dit, Lidl. Alors, vous parlez de hard discount. Nous, on parle de soft discount. Oui, je sais que vous n'aimez pas trop le mot hard discount. C'est plus du hard discount. C'est parce que ça n'est plus une réalité. Le hard discount, c'était le concept initial de Lidl dans notre implantation. C'est-à-dire du brut. Du brut, oui. peu présenté, avec un assortiment extrêmement simple et extrêmement réduit. Et puis Lidl a commencé sa mue au milieu des années 2010, vers 2013-14, où progressivement on a fait évoluer deux choses clés. Première chose clé, notre parc immobilier, vous l'évoquez. Ouais, plus élégant, plus élégant, des magasins plus lumineux, avec une surface vitrée importante qui apporte de la lumière, qui apporte de la chaleur, du bois présent dans nos magasins. Donc une évolution majeure de notre parc immobilier, avec sa transformation quasi terminée aujourd'hui. Sur nos 1500 supermarchés de proximité, on en a fait 1200, 1300. Il nous en reste très gros investissement. Énorme investissement. On est un investisseur majeur sur le territoire national parmi les entreprises d'origine étrangère, si l'on peut dire. Et puis, un investissement aussi très important sur l'offre et la marque. Vous l'avez signalé, donc notre offre se diversifie, monte en gamme, de plus en plus de produits frais, de la viande, de la volaille. De la proximité, puisque vous êtes sur l'écologie. De la proximité, des fruits, des légumes, une grande fraîcheur, aussi un grand travail sur l'image de la marque, avec une relation très intense avec le monde agricole, que développe beaucoup mon collègue Michel Biraud, en charge des achats et du marketing pour l'entreprise. Avec des cycles courts, la proximité. Et oui, on s'approvisionne dans l'espace local. Et on signe des conventions avec les agriculteurs de façon à les engager sur un prix qui leur permette de vivre décemment. Et puis, la transformation du projet RH et l'accompagnement du projet RH qui transforme cette structure. Alors ça, vous l'avez sur vos épaules, et c'est sérieux, parce que vous avez une très grosse équipe, 40 000 collaborateurs. Alors c'est le siège, c'est les plateformes logistiques, on l'a compris, d'où d'ailleurs la proximité, je pense, avec Rungis, pour évidemment avoir un approvisionnement assez direct. Et puis ensuite, sur les magasins, ce sont ceux qui vont approvisionner. Les RH, quand vous êtes arrivés, parce que vous n'êtes pas un pur produit Lidl, je ne vous ai pas présenté dans votre parcours, mais vous êtes passé par la banque, vous êtes passé par le conseil, donc vous avez une vue, je dirais, un peu panoramique du conseil et des RH. Quand vous êtes arrivé chez Lidl, vous vous êtes dit, bon, mais il faut que je relève les manches là. C'est pour ça que je suis venue. Bah oui, il y a un peu de travail là quand même. Il y a du boulot, mais il y avait une volonté de notre président de faire le troisième pilier de la transformation. Ah oui, les hommes. Les hommes, l'immobilier, l'offre, la marque et les hommes. Et je me suis inscrite dans ce projet de transformation. Beaucoup de choses avaient commencé à être initiées, mais il fallait donner un coup d'accélérateur. Je suis arrivée il y a 3 ans, effectivement. Coup d'accélérateur autour d'un certain nombre de projets. Et maintenant, nous avons, je dirais... alors, il faut toujours rester modeste, il ne faut pas être arrogant, il faut se méfier de tout. Pas à pas. Mais on a un socle RH solide, reconnu, identifié, sur lequel on peut inscrire le projet de développement de l'entreprise. Avec des campagnes des journalistes qui, avec des caméras cachées, et vous les avez forcément visionnées, vous vous êtes penché sur ces situations humaines qui étaient difficiles, qui venaient d'ailleurs s'associer, si je peux me permettre, avec l'idée du hard discount, dont vous tordez le cou immédiatement dès que j'utilise le mot. Il y avait
un peu ce lien-là, quoi. Hard discount, mauvaises conditions de travail. Il y avait tout C'était à un fait- peu associé. Parfaitement. Je crois que vous avez tout à fait raison quand vous le dites. Il y avait un lien qui a été fait entre des conditions de travail, mais aussi un modèle RH qui pouvait être un modèle RH extrêmement simple, mais qui a été un modèle RH extrêmement simple parce que l'entreprise s'implantait, parce que l'entreprise avait une phase de croissance très rapide, et avec cette prudence qui devait être de mise jusqu'à ce qu'on soit en capacité de consolider l'ensemble. Je suis arrivée à un moment où on était en capacité de le faire. Alors, en fin de carrière RH, j'ai 60 ans, c'est ma dernière mission RH. C'est un défi que vous êtes lancé là, non? Vous êtes Oui, dit, c'est un challenge. non, mais il y a un Bien challenge. sûr. Mais bien sûr, c'est un challenge. Mais c'est un challenge auquel sont associés toute une équipe de direction générale, notre président en premier. Oui, c'est important. Et sont associés toute l'équipe d'encadrement de l'entreprise. Donc, on y va ensemble. Et nos collaborateurs croient au projet de l'entreprise. Vous évoquez cette émission. Peu de temps après mon arrivée, j'ai beaucoup parlé avec les équipes. Oui. J'ai beaucoup allé sur le terrain. Et ils ont dit, mais je ne reconnais pas mon entreprise dans cette description. Oui, Ça ça les n'est a- pas mon entreprise. Ça les a gênés, salis en Les quelque sorte. gênés, Ils se sont sentis remis en cause, mais aujourd'hui, la fierté est revenue dans tout l'esprit de nos 40 000 collaborateurs. Top Employeur France, c'est une liste d'entreprises qui ont été sélectionnées, parmi lesquelles la vôtre, Lidl, notamment sur leur stratégie RH et la manière dont ils travaillent. Ils font, j'irais, infuser de bonnes pratiques. Quand vous arrivez dans l'entreprise, vous constatez, on vient de le dire, un certain nombre de dysfonctionnements, de difficultés managériales, peut-être entre le siège, entre les salariés, les managers, puisque certains managers étaient incriminés dans les images qui avaient été filmées à l'époque. Quelle première décision vous prenez d'abord? Vous réunissez tout le monde, vous avez un discours, vous unifiez. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? On observe. On observe avec beaucoup On se déplace. d'humilité. On se comprend. J'ai fait la chance que j'ai eue à mon arrivée, c'est de ne prendre mes responsabilités que 6 mois après mon arrivée. Je suis arrivée début mars On se pose. et j'ai été nommée en responsabilité 6 mois après. Donc 6 mois pendant lequel j'ai eu le temps de faire un tour de France très large, rencontrer beaucoup de monde, Calepin, observer. on note. Calepin, on note, stylo. Votre cahier, Clairefontaine. Stylo, cahier, j'en ai rempli des pages et des pages. On observe, on écoute, on essaye de comprendre. Et puis surtout, on se dit, où est la vérité? Est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent ou pas? Est-ce qu'il y a un système qu'il faut travailler? Dans quelle façon? Qu'est-ce qu'il faut mettre C'est en passionnant ce que vous dites. perspective? Est-ce que c'est deux brebis galeuses dans le groupe qui ont des attitudes qui sont hors zone, ou est-ce qu'on a mis en place une organisation qui dysfonctionne? Parce que c'est une question importante de poser à la RH. Il n'y a pas de système mis en place. Ce n'est pas non plus deux individus qui dysfonctionnent. C'est des moments humains. Je crois que ce De n'était tension. qu'un moment humain, C'est ça. de tension, entre deux personnes qui se connaissaient fort bien, d'après ce qu'on m'a expliqué. Et il y a eu un moment de tension extrême, totalement inapproprié. Il faut le dire, et le dire clairement. Ça, c'est la base sur laquelle vous allez rebâtir votre stratégie. Vous Exactement. dites plus jamais ça. Plus jamais ça. Et donc, on ne doit pas vivre ce type de situation. Elles ne doivent pas exister. Donc, comment on accompagne? Qu'est-ce qu'on met en perspective dans une organisation pour ne pas être sur ce type de situation qui peut toujours arriver? Bien sûr, il y a le risque 40 000 zéro. personnes. C'est impossible. On est dans de l'humain. Dans des stress, Exactement. dans de la pro, dans des produits, c'est compliqué. C'est Qu'est-ce qu'on évident. met en place pour éviter que ce type de situation se produise? Tour de France, 6 mois d'observation. Exact. Vous prenez votre bureau, vous branchez votre ordinateur. Exact. Et à ce moment-là, vous dites, voilà, moi j'ai constaté ça, ça, ça. Vous avez un diagnostic assez précis, une photo de l'entreprise. Qu'est-ce que vous mettez en place tout de suite en disant, ça c'est obligatoire, il faut le faire tout de suite? Alors, tout de suite, j'établis un nouveau dialogue avec les partenaires sociaux. Ça, vous y tenez beaucoup. J'ai vu que J'y c'est tiens important de... énormément. J'y tiens énormément. Et d'ailleurs, on a eu une année, malgré la crise, on a eu une année extrêmement prolixe en matière d'engagement et de signature et de négociation d'accords avec les partenaires sociaux. J'y tiens et j'y tiens beaucoup. Et tout de suite, on est la mise en place des accords, des lois Macron, des ordonnances Macron-Pénicaud. On a signé au juillet 2018, ont été signés les accords. Les élections se préparent. Et tout de suite, j'engage le management dans un programme de formation et d'appropriation du nouveau modèle de dialogue social. De façon à ce qu'il y ait une responsabilisation de la relation avec les partenaires sociaux, de nos managers, nos 25 directeurs régionaux, on est organisé en 25 régions, de nos 25 directeurs régionaux, un programme d'appropriation du nouveau modèle des relations sociales. Ils deviennent présidents d'instance, ils sont présidents de nos CSEE au plan local. Nouveau nom donné... Nouveau nom. On les accompagne, on les forme, on les développe, ils organisent leurs élections, elles se tiennent et tout de suite on établit un nouveau dialogue. Juste une courte parenthèse, est-ce que c'est un peu le modèle allemand qui vient aussi infuser sur notre
modèle français, c'est que les Allemands, dans le dialogue social, on le sait, ont une autre manière d'organiser le dialogue social. Non, non, je dirais pas ça. Je dirais qu'on est vraiment sur une réflexion approfondie, stratégique pour la France, de dire on responsabilise nos managers, dirigeants, encadrement supérieur, sur l'animation du dialogue social. On les responsabilise, c'est eux qui engagent la discussion, c'est eux qui la concluent, c'est eux qui règlent tous les problèmes du quotidien qui peuvent cristalliser un certain nombre de situations. Et du coup, on a vraiment, depuis, une relation beaucoup plus apaisée. Il faut toujours être aussi modeste. Mais c'est un travail de tous les instants. Mais je viens de signer la semaine dernière notre accord de NAO pour 2021 avec une augmentation générale de 1%. Ça veut dire un 3 de plus que l'inflation. On a signé un accord d'intéressement à la sortie de la crise. On a signé notre accord handicap. Tout un tas de dynamiques de négociation parce que ce sont des acteurs, ce sont des parties prenantes de l'organisation dans l'entreprise et il faut qu'ils puissent jouer et assumer leur rôle. C'est passionnant. Je reviens sur cette idée du fond et de la forme de l'homme et de son environnement, le fait de changer effectivement la manière dont on fait rentrer la lumière dans vos magasins. Je pense que ça a une incidence aussi sur la psychologie et la façon dont on travaille. Ça me semble assez. Il y a beaucoup d'architectes qui ont réfléchi à cette question. Donc première chose, c'est le dialogue social. Deuxième chose, c'est quoi? C'est de dire apprenons-nous à nous connaître, essayons d'être dans des relations apaisées. Comment on fait? Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que tous les diagnostics qui sont faits par des ergonomes, par des experts, disent que s'il y a une force chez Lidl, c'est la solidarité entre les équipes. Oui. Un supermarché, c'est une petite unité de travail, donc les gens fonctionnent les uns avec les autres. Il faut bosser ensemble. Il faut bosser ensemble, et c'est une de nos grandes forces. Non, je regarde un sujet qui est un point de faiblesse chez nous, c'est tout ce qui est la politique de prévention, de santé et sécurité au travail. Oui, parce qu'on palette, parce qu'on fait de la manutention. Oui. Et ça devient le deuxième sujet phare après le dialogue social, c'est la mise en place et la mise en perspective de notre politique de prévention et de santé et sécurité au travail. Nous investissons des sommes considérable en équipement, à la fois pour nos supermarchés, pour faciliter, pour accompagner le travail de nos équipes. C'est vrai dans nos supermarchés, c'est vrai également tout autant dans nos plateformes logistiques. On a des équipements dernier cri, sans passer par l'automatisation. On reste qui est un débat dans les grandes surfaces. L'homme qui soit en activité. Et on met toute cette politique de prévention et nos taux de sinistralité, c'est des choses qu'il faut comprendre. Oui, parce que ce sont les indicateurs, ça. C'est des indicateurs. J'allais vous poser la question, vous avez des tableaux de bord, parce que depuis votre arrivée, évidemment, vous avez des évaluations, c'est le propre des RH, c'est pour voir, ça va mieux. Ça va beaucoup. C'est intéressant de voir comment vous avez avancé. Le taux de sinistralité, le nombre d'accidents du travail, autrement dit, a été divisé par 2,5. Notre nombre d'inaptitudes professionnelles liées à une situation professionnelle a été divisé en valeur absolue, en nombre, a été divisé par 3, sachant que dans le même temps, notre effectif a augmenté de 15%. Donc en valeur relative, a vraiment... C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. On signe un accord handicap cette année, c'est le premier, 2020, c'est le premier dans l'entreprise. Donc on crée aussi une conscience d'une obligation de prendre en considération la situation de santé de ceux de nos collègues qui ont un problème de santé lié à leur travail. Donc vous avez parcouru du chemin, puis votre arrivée, par des décisions, par une manière d'être aussi, ça compte aussi la façon dont un DRH, dont un top manager va se comporter quand il vient dans un magasin, quand il se déplace. C'est très important aussi ce que vous êtes. C'est une des forces de Lidl. La force de Lidl, c'est la simplicité. Oui. On est dans une relation simple et directe. L'échelle de management est très courte. C'est la force de votre... C'est la force. L'ensemble de notre équipe exécutive, on est en moyenne sur le terrain. Alors moi, peut-être un petit peu moins que certains de mes collègues, mais notre président est en moyenne en magasin et en plateforme 3 jours par semaine. Mes collègues opérationnels, à peu près la même chose. Et moi, je suis en moyenne entre 1 et 2 jours par semaine au contact de nos équipes. Vous diriez, on va parler de la marque employeur parce que c'est important. On a parlé de l'image, de la marque, du bâti qui contribue à la marque employeur. Puis on va voir évidemment comment vous faites pour attirer les talents chez Lidl. Mais vous dites, je suis au milieu du guet là ou je suis arrivé au bout? Parce que vous me disiez c'est un défi et je comprends très bien le défi que vous vous êtes lancé. Ça fonctionne pour l'instant. Vous êtes au milieu du guet. Il vous reste quoi sur la petite liste Bristol que vous aviez pris pendant vos 6 mois de Tour de France? Alors il reste à ancrer et consolider tout ça. Quand on est dans une organisation de 1500 supermarchés, 25 plateformes logistiques, 40 000 collaborateurs, il faut s'assurer en permanence que tout s'ancre dans le terrain. 100 fois sur l'atelier Remets ton ouvrage, et c'est là-dessus que nous travaillons. Donc on crée des nouveaux rites, des nouveaux rituels, par exemple, pour que la santé et la sécurité au travail soient une préoccupation constante.
On a créé quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, dans aucune organisation et dont je suis extrêmement fière, c'est notre semaine santé, sécurité au travail. Les cours, de la prévention? Non, de l'animation et du terrain managérial. La 3e semaine de janvier, tous les ans, se tient partout, dans toute l'organisation, chaque jour, le même thème, à l'occasion d'un briefing d'une bonne demi-heure. Alors l'année dernière, on a travaillé sur les risques psychosociaux et la manutention manuelle. Ça regroupe, ça rassemble. Cette année, on a travaillé sur le plan d'évaluation des risques. On a travaillé sur les échauffements musculaires. Oui. 5 jours où 40 000 personnes par jour travaillent sur un thème, tous ensemble, chacun dans leurs unités, et créent un effet de mobilisation. Et puis, une fois tous les 2-3 mois, à l'occasion des réunions mensuelles qui se tiennent dans tous nos supermarchés, dans toutes nos entités, on fait un petit rappel sur cette dimension. Donc voilà, on est dans la phase maintenant où on ancre l'ensemble. Et créer une dynamique. Et on crée la dynamique et on fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais de retour en arrière. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis très confiante. L'entreprise sont des hommes, la force des hommes qui sont engagés. La marque employeur, alors on l'a évoqué finalement en pointillé, mais vous évoquiez finalement la marque employeur, la façon dont vous permettez aux salariés de ne plus se blesser le dos, de plus se blesser tout court. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux collaborateurs qui hésitent? Il y a 3000 recrutements en CDI prévus pour 2021. Alors c'est le siège, ça peut être du marketing, ça peut être de la communication, puis ça peut être aussi dans les magasins. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur dis qu'on a une politique RH extrêmement structurée. On parlait de Top Employeur. Top Employeur, c'est la certification de process RH robuste, solide, juste, équitable. On est certifié pour la 2e année consécutive. 2e année, oui, je ne l'ai pas précisé. 2e année consécutive. Donc, je sais que nos process ressources humaines sont solides, justes, robustes, équitables. Et je leur dis, venez, on va vous intégrer. Nos emplois sont à 98% en CDI. Ça, c'est un argument très fort. Et c'est un argument très fort et c'est un choix politique. C'est un choix politique qui a été fait en 2015-2016 par notre président en disant « Je veux avoir une responsabilité, j'intègre en CDI ». Puis je fidélise aussi ma masse salariale. Donc 3000 recrutements, alors beaucoup de postes ouverts, évidemment, et en CDI. Deuxième force, je forme. Tous nos emplois, que ce soit l'équipier polyvalent en supermarché, l'opérateur logistique, ont un parcours de formation dédié. Il va pouvoir monter, comme on dit, ne pas rester au même poste. Ça va être mon 3e volet. J'y reviens. On forme. Par exemple, l'équipier polyvalent, qui est une personne qui anime, qui travaille dans un point de vente, il a un mois. Équipier polyvalent, c'est comme ça qu'il est appelé. Il a un mois de parcours de formation quand il arrive. C'est peu commun. Il a une journée d'intégration d'accueil le premier jour de son contrat. Jamais quelqu'un arrive directement dans son supermarché. Il vient dans notre direction régionale à la rencontre de l'entreprise et de ses collaborateurs. Et vous le rencontrez, vous échangez. On le rencontre et on échange. Donc, intégrer, CDI, former. On a même voulu formaliser notre formation à travers la mise en place d'une validation des acquis collectifs. On accompagne ceux de nos collègues. Donc un label Lidl. Il y a un label Lidl, une VAE collective, une CQP, certification de qualification professionnelle, donc des gens qui vont acquérir un titre universitaire à travers ces éléments-là. 3e volet, on développe. 100% des collaborateurs participent à ce qu'on appelle le cycle RH annuel, entretien d'évaluation, identification d'un parcours de développement, journée de développement pour voir le chemin à frapper et évolution, traduction matérielle, 1500 promotions en moyenne. J'ai vu qu'il y a beaucoup de mobilité et de promotion. Voilà, 1500, verticales ou transversales. Vos managers viennent de la base pour certains. 90% de nos managers viennent de la base. Et puis, après, intégrer, former, développer, le 4e pilier, rémunérer. On a en moyenne nos rémunérations sont 15% au-dessus du marché et nous le revendiquons. Nous voulons avoir les meilleures rémunérations du marché pour nos équipes. Ça donne peut-être envie à ceux qui nous regardent de venir voir les annonces que vous proposez. Donc, pas mal de postes. Il y a du magasin, mais il y a aussi le siège. Juste d'un mot avant de nous quitter, parce qu'il y a un grand débat aujourd'hui qui traverse la grande distribution, qui est leur avenir. Certains considèrent aujourd'hui que l'avenir de la grande distribution, mais c'est terminé, et qu'il faut repasser à des magasins, pour la plupart, de moins de 1000 mètres carrés. C'est votre stratégie? C'est fini les grandes surfaces, les immenses surfaces commerciales où on voit qu'il y a une désaffection du public? Alors,
Ce qui n'est pas le cas de Lidl, Nous puisque ce sont sommes des supermarchés de proximité. Hein, on est plus près des villes que nos confrères de la grande distribution et des grands. C'est des choix stratégiques d'ailleurs. Là, on est plus en proximité. On est un tout petit peu à l'extérieur des villes, quoique on est de plus en plus implanté dans les villes, mais on est juste à la limite de la sortie de ville. On choisit évidemment les carrefours les plus stratégiques, hein, les plus circulants. Normal. Et en moyenne, nos supermarchés sont maintenant autour de 1000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup agrandi. On était beaucoup plus petit que ça avant la transformation immobilière. On est à 1000. Nos plus grands sont à 1700 mètres carrés. Juste la surface idéale pour que notre offre soit mise en valeur. Notre offre reste une offre simplifiée par rapport à nos confrères. Il y a moins de produits, il faut le dire. Beaucoup moins de références. Par exemple, on cite toujours l'exemple du sopalin. Quand on arrive dans un rayon de la grande distribution devant le sopalin, il y a des dizaines 45. de références. On ne sait plus quoi choisir. Nous, il y en a 2 ou 3. Ça suffit. Ce qui simplifie le cerveau du consommateur, hein, si je peux me permettre. Exactement. Ouais. Un besoin. Voilà, on a 3 choix, c'est pas mal. Voilà. Oui. Avoir une offre, une offre simple. Ça colle avec l'image de la simplicité, c'est un peu ce que vous faites sortir. Et je pense que là, on est dans la bonne direction. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent, puisque nous progressons en part de marché de façon continue depuis 2-3 ans. Ça grimpe. Ça grimpe chaque mois après mois. Donc je suis convaincue qu'à la fois nos magasins, notre offre et notre environnement... Et des prix accessibles, on ne l'a pas précisé. Parce qu'on était... prix des bonnes choses. Bah, oui. Fait que nous sommes une enseigne en grande progression. Avant de nous quitter, il nous reste 15-20 secondes. Combien de temps vous vous êtes donné pour atteindre votre mission? Parce qu'on l'a dit, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des DRH. Elles sont souvent discrètes. Ces DRH, vous êtes avec nous. C'est quoi? C'est 3 ans? Il y a 3 ans, vous dites, j'aurai rempli ma mission, vous allez voir le président et vous partez? J'ai 60 ans. 35 ans de carrière RH derrière moi, un peu plus même. Ouais. Il y a du métier. Il y a du métier. Il y aura sûrement un moment où j'aurai envie de passer à une autre phase de mon existence. C'est ça. Pour l'instant, je suis à 100% engagée ça sent. Pour Lidl et aux côtés des équipes de Lidl. Anne Broche, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau, directrice exécutive des ressources humaines de Lidl France avec 3000 postes à pourvoir. Allez voir sur le site emploi.lidl.fr. Emploi.lidl.fr. Écoutez, on ne peut pas faire mieux en marque employeur. Merci Anne Brochet d'être venue sur notre plateau. C'est bientôt terminé, vous allez voir. On va s'intéresser avec Amélie Favre-Guittet dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi à ces collaborateurs toxiques. Vous savez, une proximité, on est mal à l'aise, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Amélie nous explique tout. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi avec, comme chaque mardi, Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment allez-vous? Parce que souvent vous êtes assise ici, oui, et puis là, tout d'un coup, changement de place, et c'est très bien. Voilà, il faut changer un peu ces zones de confort. Aujourd'hui, c'est intéressant, talent management, Amélie Favre-Guittet, je ne veux pas l'oublier. On s'intéresse, alors c'est un peu de la sociologie, c'est la façon dont, dans l'entreprise, parfois, on est mal à l'aise avec des collègues, avec des managers, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, toxiques, vous les appelez toxiques. Oui, une relation toxique. C'est quoi une relation toxique? D'abord, commençons par la définition, parce que j'ai vu que vous aviez posté sur LinkedIn un petit thésaurus pour nous prendre par la main avant la chronique. On les remercie. C'est quoi un collaborateur toxique? Alors, un collaborateur toxique, en tout cas une relation toxique, c'est une relation qui va provoquer de la souffrance auprès d'une personne à cause des actes ou d'un comportement d'une autre personne qui elle-même est en souffrance. Un peu le serpent qui se mord la queue. Tout le monde souffre, quoi. Tout le monde souffre. Toxique, ça se manifeste comment quand on dit, mais moi j'ai un collaborateur ou j'ai un collègue qui est toxique, c'est quoi? Il voit de mauvaises ondes, on se sent mal à sa présence. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà nous, comment on va se sentir avant, pendant et après la présence de cette personne. Avant, c'est est-ce qu'on est nerveux? Est-ce qu'on angoisse? Est-ce qu'on commence à rougir? Est-ce qu'on va avoir pendant la relation avec cette personne la jambe qui tremble? Est-ce qu'on va se toucher les mains? Est-ce qu'on va avoir des montées de nausées? Est-ce qu'on va avoir mal à la tête? L'estomac qui se Donc, le corps ne ment pas. Le corps parle à notre place. Complètement. Quand on dit souvent, oui, j'ai de la nausée rien qu'à penser à cette personne, le corps le traduit vraiment en nausée ou en ventre complètement noué. Et après, on a souvent envie d'aérer la pièce, de parler d'autre chose, de surtout pas de ce qu'on vient de vivre avec cette personne. Donc ça, c'est des petits signes. C'est très malsain, finalement. C'est ultra malsain. On sent et mal. en fait, on le retrouve souvent après, quand on décortique, c'est avec le fameux triangle de Karpman, avec le sauveur, la victime et le persécuteur, le faux
faux gentil qui vient toujours à la rescousse et qui, en fait, en privé, est juste insupportable. C'est intéressant. Donc, en fait, on peut plaquer ce triangle dans des situations de vie professionnelle. Donc, le sauveur n'est pas si gentil que ça? Ben non, le sauveur, c'est le faux gentil qui est en réunion devant tous les collègues, dit « Allez, je vais t'aider pour ton dossier, machin, je vais le faire à ta place. » Oh, merci, tout le monde l'applaudit. Donc, en fait, il va prendre un peu le devant de la scène en faisant semblant d'être le sauveur d'une personne. Ouais. Et puis, en privé, il va devenir un peu la victime. Parce que derrière, il a sauvé une personne et cette même personne, il va lui demander des services. Parce qu'il attend un retour sur investissement. Donc, ce n'est pas un acte gratuit, ce n'est pas un acte qui vient du cœur, mais c'est un acte calculé Complètement pour calculé. essayer ensuite de déstabiliser celui qui vient d'aider. Et vraiment calculé. Il fait les comptes. C'est un vrai comptable. On va s'arrêter là. Comptable. En Et il fait, lui va dire, mais tiens, je t'avais aidé en réunion. Complètement. Ça fait 3 fois que je t'aide. Quand est-ce que toi, tu te mets à m'aider? Je fais plein de choses pour toi. Tu fais rien pour Et il moi. la culpabilise ou le culpabilise. Voilà. Et là, Évidemment. il devient persécuteur. C'est ça. Donc en fait, il peut être les deux à la fois. On n'est plus sur un triangle, mais un diptyque, où finalement la même personne peut être à la fois. Elle change à chaque fois en fonction de la situation et de comment ça l'arrange. Devant les gens, et souvent la personne toxique, on la trouve formidable à l'extérieur parce que devant les gens, elle a l'air très gentille. En privé, elle est encore moins. Et quand elle vous persécute, forcément, ça joue aussi sur le moral, sur la confiance en soi. Et ça, j'en parle quand même très souvent à l'antenne. Et vous en parlez beaucoup. Comment on échappe? Parce que j'allais dire éviter, je pense que c'est pas le bon mot. On peut pas l'éviter. Parfois, on a des situations à vivre. Ouais. Comment on arrive à contourner? Comment on arrive à jouer avec? Alors, jouer avec, c'est compliqué. Il faut déjà s'en rendre compte. C'est vrai. Donc, c'est ne plus être dans la culpabilité. Parce que quand on est dans la culpabilité, on est toujours un peu le caliméro qu'on va plaindre. Et donc, c'est un peu rassurant d'être le caliméro. Donc, il faut être responsable. On est responsable de cette situation. Donc, à un moment donné, c'est se dire, OK, si je suis responsable, quelles sont les actions que je peux faire? Je peux aller voir ma DRH, la médecine du travail. Je peux décider de moins... C'est voir lourd cette quand même personne. déjà d'entrée. Quand on commence à aller tout de suite pousser la porte de la DRH, non? Oui, mais un manager qui est malveillant ou un collègue qui est malveillant, ça travaille sur la confiance, ça travaille sur énormément de choses, ça Bien peut sûr. pousser au burn-out. Évidemment. Donc, à un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes avant qu'il soit trop tard. Et qu'est-ce qu'on dit comme mot, Amélie? Parce que c'est très compliqué ce que vous nous dites. On voit très bien, il y a même des visages parfois qui, j'imagine, qui apparaissent quand vous écoutez la chronique d'Amélie. Vous dites, ah oui, effectivement, je l'ai vécu. Mais comment on met des mots dessus? Qu'est-ce qu'on dit? Je suis victime, tout de suite, c'est très grave. Comment on organise son discours? Ce qu'il faut, c'est arriver justement à comprendre ses émotions, à ne pas être en confrontation avec la personne qui nous fait du mal. Ouais. Et ça, c'est très dur. Ne pas réagir à chaud, c'est-à-dire quand la personne est en face de nous, on a juste envie de lui sauter dessus, ne surtout pas le faire. C'est au contraire faire autre chose pour que on se concentre sur une autre activité pour ne pas se concentrer sur les mots que la personne va vous dire. Parce que c'est ça qui va être souvent blessant. Un pervers peut être juste blessant par les mots et pas forcément par des actes, pas forcément par des gestes. Vous avez dit pervers et j'évoquais, je pensais quand vous faisiez votre chronique aux fameux pervers narcissiques qui sont dans ce même mode-là d'ailleurs. Alors il n'y en a que 2 ou 3% sur Terre d'être vraiment des pervers. C'est une vraie pathologie, Avec le des pervers critères narcissique. précis. C'est plus souvent en fait des gens qui sont toxiques que pervers narcissiques. Donc toxique, à la fin, la DRH, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que allons jusqu'au bout de l'histoire. Vous évoquez cette difficulté. Il faut que la DRH soit sensible à cette histoire et qu'elle le comprenne. Il faut qu'il y ait des preuves, donc il faut qu'il y ait des preuves écrites. Quand vous avez une personne qui vous prend dans un coin, qui vous insulte, qui vous rabaisse, qui joue sur votre morale, il faut qu'il y ait une trace écrite derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réagir en face de cette personne. Il faut à froid écrire un email en mettant en copie la DRH pour s'étonner de cette conversation et simplement retracer ce qui a été dit en disant je ne comprends pas. Et pour pousser Un peu naïvement, faussement naïvement. il faut jouer les mêmes cartes. La personne va jouer les naïfs en public, vous aussi, vous jouez les naïfs. Je comprends pas ce que tu veux, sois plus précis, je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça. Et en fait, toujours avec des personnes qui vont servir un peu de preuve. Et on est toujours, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc il faut des écrits, il faut vraiment utiliser cette technique pour retracer ce que l'on a vécu et aller chercher de l'aide à côté. On peut pas s'en sortir tout seul, en tout cas très difficilement. Et parfois s'appuyer sur des collègues qui viennent corroborer ce que vous Tout à dites, fait. c'est qu'on se sent moins seul aussi. Oui. On se dit, tiens, on se sent isolé dans ces moments-là quand même. La personne toxique fait en sorte de nous isoler des autres, fait en sorte de nous pousser un peu plus à la tâche, au travail, et fait en sorte que les autres n'aient plus envie d'être avec nous. Donc c'est une manière pour lui Et on d'avoir encore s'abîme, plus d'emprise. et évidemment on se sent mal, et donc c'est le cercle vicieux. Le vicieux. Merci Amélie Favre-Guittet. Attention,
aux collaborateurs, aux salariés, aux N+1 toxiques. Et à la famille aussi, peut-être. Et évidemment, et à la famille. Bon, ça c'est un autre sujet, on fait une émission sur les RH. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau, comme chaque mardi, Talent Management. Et puis merci à Fanny Griesmer, à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation, Héloïse, et merci à toute l'équipe qui me prépare cette émission. Je serai là demain, évidemment, en direct. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. Bye bye, à demain.